Bonjour et bienvenue dans Profession Sophrologue, le podcast dédié aux sophrologues qui veulent donner de l'énergie à leur activité. Je suis Laurence Roufouillet, je suis sophrologue depuis plus de 20 ans. J'ai écrit 14 livres qui intègrent la sophrologie dans une utilisation quotidienne. Ma passion, simplifier les sujets complexes et partagés. J'ai co-créé le sommet virtuel de sophrologie et j'ai eu la chance d'accompagner à ce jour près de 5000 personnes, que ce soit à mon cabinet à Boulogne-Billancourt comme en entreprise. Mon objectif avec ce podcast, vous guider avec mon enthousiasme et mon expérience dans les méandres du métier de sophrologue pour en comprendre les bases mais aussi les astuces. Alors, êtes-vous prêt ou prête à prendre une bonne dose d'énergie ? C'est parti ! Bonjour et bienvenue dans cet épisode 11 de Profession Sophrologue. Cette semaine, j'avais envie de partager avec vous 5 prophéties que j'ai entendues. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une prophétie ? C'est une croyance qui est basée sur un fait qui est généralement annoncé par des personnes qui prétendent connaître l'avenir. Certaines d'entre elles m'ont particulièrement marquée. C'est un peu comme si des fées s'étaient penchées sur mon berceau de bébé sophrologue alors même que je débutais. Alors, vrai ou faux ces prophéties ? On va les décoder une par une. La première prophétie qui m'a marquée, c'est la suivante. Le pire dans le travail avec les enfants, c'est de gérer les parents. Cette prophétie, je l'ai entendue de la bouche d'une de mes formatrices lors de ma formation initiale en sophrologie. Eh bien, je dois dire que cet avertissement était tout à fait exact. Travailler avec des enfants, recevoir des enfants au cabinet, les suivre en séance ou même sur des cours collectifs, travailler avec des adolescents, c'est absolument génial. Pour ma part, j'adore ça, mais les parents font généralement preuve de bienveillance, mais faussent parfois l'alliance ou amenuisent une partie du travail qu'on est amené à faire avec les enfants ou avec les ados. Je vous cite quelques exemples. Par exemple, tout se passe bien. Au moment de l'anamnèse, on échange à 3 entre un parent, un petit souvent qui peut avoir par exemple entre 7 et 10 ans. Et puis à un moment, le parent va dire « Tu es sûr que tu veux rester avec la dame ? Tu n'as pas peur ?» En général, c'est le moment où je propose aux parents d'attendre dans la salle d'attente. Alors évidemment, l'enfant qui ne s'était pas posé la question s'il avait peur ou pas de rester avec moi, tout d'un coup s'angoisse en se demandant si réellement il devrait avoir peur. J'ai d'autres cas, par exemple, où le parent va sermonner son enfant, ça peut être souvent en fin de séance, en lui demandant « Tu vas le faire, tu vas faire ce que t'a dit la dame » ou bien « Vraiment, vous pensez qu'il va s'en souvenir ?» Je précise que s'il ne le fait pas, à ce moment-là, c'est mon problème avec lui. Ou bien, s'il a oublié, je réexplique. Ça peut être aussi un enfant avec qui tout se passe bien, mais dont le parent sabote le parcours d'accompagnement, alors notamment en oubliant de reprendre rendez-vous. Vous aviez préconisé qu'on se voit d'une manière assez régulière, et puis le parent, il a oublié. En revanche, il raccompagne l'enfant, il reprend rendez-vous à la dernière minute, et souvent dans l'urgence, par exemple, ça peut être avant une compétition sportive qui est dans 3 jours, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Travailler avec des enfants nécessite souvent de bien travailler avec leurs parents, c'est-à-dire de cadrer et de reformuler. Il m'arrive souvent de faire prendre conscience aux parents de sa propre anxiété et surtout des projections de ses peurs sur son enfant. C'est-à-dire que la peur du parent, l'anxiété du parent va vraiment résonner au niveau de l'enfant. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un enfant symptôme, mais en tout cas c'est un enfant dont la sensibilité absorbe cette anxiété de son parent. Dans ces cas-là, il m'arrive souvent, en proposant, parfois sur le ton de la blague, « Mais vous êtes sûr qu'on va pas plutôt faire une séance pour vous ?» J'accompagne parfois cette phrase d'un petit clin d'œil à la destination de l'enfant qui souvent hoche la tête en pensant qu'il est plutôt d'accord avec moi. Pour ma part, j'estime que travailler, avoir un échange sain, équilibré avec les parents, c'est vraiment toutes ces circonstances dans lesquelles ma posture professionnelle doit être particulièrement affirmée et juste. Si ce sujet vous intéresse, on aura un workshop particulièrement consacré au travail sur la posture du sophrologue. Ce sera le 20 février, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. La deuxième prophétie que j'ai entendue et que je me suis même répétée, c'est « Je vais m'occuper de gens qui vont bien ». Ça, c'est vraiment ce que je me disais au début. C'est donc plutôt une prophétie autoréalisatrice, mais qui ne s'est pas vraiment réalisée, bien au contraire. Quand j'ai commencé mon métier de sophrologue, mon objectif initial, c'était de faire de la gestion du stress avec des cadres et puis de les accompagner vers un mieux-être.
Je pourrais presque qualifier ça d'une sorte de sophrologie un peu esthétique, légère, insouciante, comme une sorte de massage mental, en aménageant notamment mon cabinet comme un lieu où il pourrait faire une halte ressourçante. Ça, c'était mon idéal dans ma position, dans mon identité primitive de sophrologue. Dans la réalité, c'est tout le contraire qui s'est produit. Je vois quand même le plus souvent des gens qui ne vont pas bien et parfois pas bien du tout. Je dois dire que je n'imaginais pas les situations dans lesquelles j'allais me retrouver, ni les confidences que j'allais parfois recueillir. Et ça, dès le début. Le partage d'événements douloureux, une séparation, la perte d'un être cher, parfois d'un enfant, des cas de violence sexuelle ou d'inceste, le diagnostic d'une maladie grave. Aujourd'hui, c'est une chose très claire, nos clients savent que nous ne sommes ni des psychologues ni des médecins. Pourtant, nous sommes confrontés à des problématiques plus sérieuses, et je dirais même plus sérieuses qu'avant, et peut-être de plus en plus sérieuses depuis la crise sanitaire. Ce sont des problématiques dans lesquelles la santé mentale est de plus en plus en jeu. Je pense notamment à des confessions autour d'idées noires, quelqu'un qui va vous dire « j'ai des idées noires » et dont il faut s'assurer que ce ne sont pas des pensées suicidaires. Toutes ces situations qui peuvent être parfois dramatiques engendrent deux problèmes. D'une part, cela suppose de travailler sur notre propre état émotionnel et d'avoir des outils pour accueillir ces émotions douloureuses afin qu'elles n'affectent pas notre propre équilibre psychologique. Et d'autre part, cela implique de savoir quoi faire, comment se comporter, quand s'inquiéter et surtout vers qui orienter nos patients en souffrance. Je ne redirai jamais assez l'intérêt d'être formé au secourisme en santé mentale qui est, de mon point de vue, une compétence absolument nécessaire aujourd'hui à tout professionnel de l'accompagnement humain. Je ne sais pas aujourd'hui comment on peut travailler sans avoir cette compétence. Une autre prophétie que j'ai entendue, c'est la suivante. On a les clients qu'on mérite, qu'on peut formuler autrement en disant on a souvent des clients qui nous ressemblent. Le premier jour de mon exercice professionnel, le 1er septembre 2005, donc j'ai ouvert mon premier cabinet, j'étais fière de recevoir déjà 3 personnes, 3 clients. Eh bien, chacune d'elles est venue avec une problématique que je connaissais bien, voire très bien, parce que je l'avais vécue moi-même. Ça m'a beaucoup perturbée et je me suis dit que j'avais bien fait de travailler ça en thérapie, mais qu'il serait sans doute nécessaire de continuer à le faire et peut-être même de le faire régulièrement. J'ai pu l'observer à de nombreuses reprises, mes clients consultent souvent avec des demandes autour d'indications que je connais ou sur des sujets sur lesquels j'ai travaillé moi-même. Réellement, il y a des jours où mes clients viennent me parler de moi. Quand on se retrouve dans cette situation, quand on se retrouve dans ce cas de figure, c'est primordial de travailler la manière dont ça résonne pour nous. On peut le travailler en supervision, on peut revoir ce cas avec son superviseur, ou bien on peut décider d'approfondir la neutralité de la posture. La 4e prophétie que j'ai pu entendre et que j'entends souvent, notamment sur les réseaux sociaux, je peux souvent la lire, celle-là, et je dois dire qu'elle m'agace un peu, c'est la suivante. Tu attires ce que tu vibres. Je pourrais la formuler autrement, crois en toi et ça va le faire. Ou bien je peux la prendre peut-être à l'envers, cette prophétie, si ça ne le fait pas, c'est que tu n'y crois pas, sous-entendu tu n'y crois pas assez, ou bien tu vibres une mauvaise énergie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ces anathèmes ultra culpabilisants. On ne crée pas les événements en y pensant très fort, parce que ça relève de la pensée magique. La magie, elle est en vous. Tout part de vous. C'est vous qui créez dans votre vie d'abord avec ce que vous avez, c'est-à-dire vos ressources que vous optimisez. Et ces ressources, elles peuvent parfois rencontrer aussi des circonstances favorables ou des opportunités ou ce que d'aucuns appellent de la chance. Mais tout part de vous. Donc quand je vous dis ça, finalement, on n'attire pas forcément ce qu'on vibre. Vous seriez en droit de me dire, mais Laurence, quelle est la différence avec la prophétie qui précède, celle qui dit que finalement, nos clients nous ressemblent. Je fais une petite nuance. Attirer les clients qui nous ressemblent peut s'expliquer par les messages inconscients, souvent non verbaux, que nous envoyons implicitement ou qui transparaissent dans nos propos, nos exemples ou nos publications. Attirer des événements relève de la science-fiction, même si je sais que la loi de l'attraction elle a bon dos et puis que les théories sur la physique quantique sont des démonstrations très alléchantes, mais surtout pour les non-scientifiques. Au lieu d'espérer surfer sur la bonne vibration et de vous auto-accuser si ça n'est pas encore le cas, mettez-vous à travailler sur vos points d'amélioration.
C'est sans doute moins glamour, mais certainement plus efficace à terme. La 5e prophétie que j'ai entendue par une bonne fée ou peut-être un bon magicien qui s'est penché sur mon berceau de bébé sophrologue, c'est la suivante. Tu as le choix de travailler avec l'énergie du maître ou avec celle de la victime. J'aime beaucoup cette prophétie que j'ai entendue d'un de mes collègues et sur laquelle je me suis souvent recalée. L'énergie du maître, c'est celle d'une personne qui cherche à connaître, comprendre et utiliser les arcanes de la technique qu'elle pratique. L'énergie de la victime, c'est plutôt celle qui se focalise sur la plainte, la déception, la blessure, voire la fatalité. On peut parfois être victime, et dans ce cas-là, on va chercher réparation, ce qui est tout à fait naturel. Mais si on s'installe dans ce rôle, on aura du mal à dépasser les aspects dommageables d'une situation qui nous a touchés. D'ailleurs, la notion de résilience nous enseigne que certaines victimes traversent leurs difficultés en tenant compte, mais avec l'espoir de vivre un état différent et certainement apaisé. Si je remets cette dichotomie, alors toute proportion gardée, au niveau d'un parcours professionnel de sophrologue, cela veut dire que je peux décider de continuer à me plaindre quand les choses ne vont pas comme je veux, un peu comme si la vie me blessait à répétition, ou bien je peux me remettre dans le choix de retrouver le maître, c'est-à-dire d'exercer à nouveau ou de réacquérir de la maîtrise. La maîtrise se base sur ce qui vient de nous, tandis que le contrôle reposerait sur ce qui vient de l'extérieur et sur lequel, par définition, je n'ai pas de prise. En ce qui me concerne, j'ai tendance à penser que j'ai toujours le choix, non pas de ce qui m'arrive, mais de ce que j'en fais. Et dans ces moments-là, mon meilleur allié, c'est certainement le temps, mais toujours ma créativité. D'ailleurs, j'ai eu une idée récemment et je vais vous proposer prochainement ce que je vais appeler le café sophro. Le café sophro, ce sera un contenu exclusif pour les sophrologues qui sont déjà en supervision avec moi ou qui ont déjà participé à un de mes workshops. Mais ça, je vous en dirai plus très bientôt. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a amené à reconsidérer certaines des prophéties que vous aussi, on vous a peut-être assénées. Certaines d'entre elles peuvent être tout à fait fondées et d'autres relèvent de l'expérience de quelques-uns qui ne peut pas être généralisée ou qui s'avèrent même fantaisistes. N'hésitez pas, si vous voulez les partager avec moi, rendez-vous sur mon compte Instagram @espace du calme. Très bonne semaine et surtout, prenez soin de vous.